À votre santé, le mois de la santé et de la recherche médicale en mars 2026, en Alsace et dans le Grand Est. Plus de 20 événements, tous gratuits pour toutes et tous, proposés par la Nef des Sciences et l'INSERM Est. Jeux, visites, conférences, expositions, ciné-débats. Retrouvez le programme complet sur le site de la Nef des Sciences. À votre santé, du 1er au 31 mars 2026 en Alsace et dans le Grand Est. À votre santé! Bonjour et bienvenue dans À votre santé, le mois de la santé et de la recherche médicale en Alsace et dans le Grand Est durant tout le mois de mars 2026. Nous recevons, avant le 10 mars où elle interviendra à Mulhouse, Christelle Golzio. Bonjour. Bonjour. En compagnie de mon collègue Antoine Lederman. Bonjour. Et Christelle Golzio, vous êtes chercheuse INSERM à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire au CNRS à l'Université de Strasbourg, c'est bien ça ? Oui. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de présenter notre invitée scientifique Christelle Golzio, de raconter les recherches que vous menez actuellement, quel est votre travail, et puis de préciser la soirée du 10 mars 2026 dans le cadre de À votre santé au cinéma Bel Air à Mulhouse, une ciné-rencontre à laquelle vous allez participer après la projection du film Le goût des merveilles. Et on est dans ce cadre-là plutôt du côté du spectre de l'autisme, me semble-t-il, sur le 10 mars après le film. C'est tout à fait ça. D'accord. Donc, Christelle Golzio, on va peut-être commencer, si vous en êtes d'accord, par votre enfance. Enfin, avant de choisir des études scientifiques, on aimerait connaître votre parcours. Qu'est-ce qui vous a poussé quelle était la passion, peut-être, l'envie que vous aviez quand vous étiez à l'école, au collège, au lycée, avant de choisir des études scientifiques, j'imagine ? Alors, moi, j'ai toujours été intéressée par les sciences générales. Je pense que comme tous les enfants, j'ai eu ma phase archéologie, j'ai eu ma phase chercher des dinosaures. Après, j'ai eu ma phase effectivement biologie. Après, j'ai eu la chance d'être un peu la génération avec l'avènement de la génétique et la compréhension des chromosomes qui sont dans toutes nos cellules et qui finalement sont là pour gouverner un peu la construction des organes et du corps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et j'ai voulu vraiment très tôt m'engager dans un parcours d'études sur la biologie. Et j'ai pu obtenir en fait un doctorat en génétique humaine à l'Université Paris-Descartes. Et ensuite, j'ai pu poursuivre des recherches à l'étranger. Donc, j'ai passé plusieurs années aux États-Unis dans une université dans laquelle j'ai fait de la recherche sur la génétique des maladies rares, des maladies génétiques rares affectant le développement de différents organes de l'enfant. Et ensuite, après, j'ai pu rentrer en France et ouvrir mon laboratoire de recherche à Strasbourg, donc à l'IGBMC, donc dans l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg, dans lequel je poursuis des recherches qui mènent à comprendre les bases génétiques qui relient les anomalies génétiques aux troubles du spectre de l'autisme et de comprendre quels sont les gènes et les atteintes qui peuvent amener les enfants à présenter des troubles du spectre de l'autisme. Peut-être question indiscrète, vous nous dites si ça vous dérange, mais vous êtes originaire d'Alsace ? Alors, pas du tout. Moi, je suis née à Dijon, donc je viens de Côte d'Or à la base. Et c'est vrai qu'au cours d'un parcours d'un biologiste et d'un scientifique et d'un chercheur, on est amené à beaucoup voyager. Donc c'est vrai que très tôt, j'ai quitté ma région pour rejoindre la région parisienne, pour poursuivre mon doctorat. Et puis après, au fur et à mesure des opportunités, on peut effectivement se retrouver de l'autre côté de l'océan pendant quelques années, avoir la possibilité de revenir. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était une opportunité de réinstaller mon laboratoire que j'avais déjà monté aux États-Unis, en Alsace, et notamment dans le centre IGBMC. Mais Strasbourg, c'était un choix, vous rêviez de choucroute et de tarte flambée Alors j'adore ça,
Mais c'est vrai que l'IGBMC est quand même un centre européen pour la recherche et qui est à la frontière avec l'Allemagne et on peut effectivement facilement établir des collaborations avec d'autres scientifiques qui sont dans d'autres pays européens. Et j'avais déjà effectivement des collègues qui étaient du côté allemand et aussi en Suisse. Et c'est vrai que c'est un des instituts en fait qui potentiellement était d'intérêt pour moi avec tout ce qu'il fallait dans cet institut pour pouvoir poursuivre mes recherches dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Et pour situer, on a aussi une série avec la Nef des Sciences à Mulhouse qui s'appelle L'écho des savantes, où on a fait le choix de n'interroger que des femmes scientifiques. Et donc, ça m'amène aussi à vous poser une question. Est-ce que vous avez été victime de préjugés sur les jeunes femmes qui seraient moins douées que les hommes pour les études scientifiques? Est-ce que vous avez senti ça dans vos études, dans votre carrière? Alors disons que moi, c'est jamais la composante de savoir si j'étais un homme ou une femme ne m'a jamais posé de problème dans le sens où moi, mon objectif, c'était d'avoir la capacité de faire de la recherche. Donc pour moi, ça n'a jamais été, je me suis jamais dit, c'est un frein, je suis une femme, ça va être compliqué. Après, c'est vrai qu'au cours de mes études et puis après par la suite, quand j'ai pu être dans un cadre plus professionnel, en postdoctorat, où on a effectivement on va dire, un contrat de travail et là, effectivement, on peut vraiment être dans les organismes de recherche. Effectivement, disons que les préjugés sont surtout sur l'avancement des femmes, qui sont parfois plus difficiles, où on va privilégier plutôt des hommes par rapport à des femmes. Pour X raisons, elles peuvent avoir des enfants ou elles sont un peu... Voilà. Mais c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, il n'y a pas... Un homme est aussi capable qu'une femme et inversement. Donc, j'ai jamais eu ça en tête, mais c'est vrai que j'ai pu observer parfois des choses qui n'étaient pas très correctes de traitement, on va dire, entre un homme scientifique et une femme scientifique, mais je pense pas avoir été pénalisée par mes chromosomes X, on va dire. Et est-ce que la situation, l'égalité homme-femme en matière de science, pour élargir le propos, est-ce que ça évolue positivement selon vous ces dernières années ou pas? Alors, je pense qu'il y a un effort de nos instances de recherche publiques, notamment le CNRS et l'INSERM, qui sont très vigilants maintenant à prendre en considération la carrière des femmes scientifiques. Et justement, on le voit au niveau national avec l'inscription des femmes scientifiques sur la Tour Eiffel, et je pense que c'est vraiment une bonne chose. Et ça a souvent été, leur travail a souvent été dévalorisé. On pense souvent, nous dans la génétique, on pense souvent à l'hélice de Watson et Crick, l'hélice d'ADN et la résolution de la structure de l'ADN par Watson et Crick, qui étaient deux hommes et qui se sont basés sur des recherches d'une femme. Donc, et cette femme n'a jamais été reconnue. Donc c'est après coup, mais c'est vrai que c'est très bien au niveau national qu'on prenne en compte les femmes scientifiques, qu'on en parle plus. Et le CNRS et l'INSERM, qui sont nos deux agences de recherche nationales, font très attention justement à la promotion, comme je le disais plus tôt, de s'assurer que l'évolution de la carrière des hommes et des femmes de recherche soit équivalente et qu'il y a un rattrapage effectivement de promotion des femmes à des niveaux qui sont supérieurs. On a plusieurs catégories. On a chargé de recherche et directeur ou directrice de recherche, et de s'assurer qu'il y ait une bonne proportion d'hommes et de femmes dans ces différentes catégories au cours de la carrière, et qu'on n'a pas systématiquement un excès d'hommes scientifiques qui sont directeurs de recherche. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'avant, effectivement, on avait beaucoup de femmes qui étaient juste chargées de recherche, travaillant dans un laboratoire dirigé par un homme. Et maintenant, on a de plus en plus de femmes qui dirigent des laboratoires de recherche ou des instituts de recherche au niveau français. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Par rapport aux adolescentes, aux adolescents d'ailleurs aussi aujourd'hui, qui sont au lycée, qui sont en terminale, et qui ont envie de sciences, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner au moment où ils vont choisir leurs études, où ils vont choisir leur spécialité? Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'elles se freinent dans leurs envies de sciences, aussi bien sur les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, les sciences en général. Il ne faut pas qu'elles se disent ou qu'on leur laisse penser que
Les filles et les femmes sont meilleures dans le côté littéraire ou dans d'autres activités, et que les sciences, c'est plutôt effectivement un domaine plus masculin. Je pense que si elles ont les capacités et qu'elles ont cette envie, je pense qu'il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Il faut aller dans les prépas, il faut suivre les cursus scientifiques si c'est leur envie. Il faut qu'elles y aillent et qu'elles ne se disent pas ah, je suis une femme, c'est pas la voie classique pour moi. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, et surtout le syndrome de l'imposteur, comme on entend souvent parler pour les jeunes femmes. Effectivement, il ne faut pas se laisser influencer en disant non, mais c'est mieux si tu fais autre chose. Non, je pense que si les filles et les futures jeunes femmes sont douées dans les sciences, il faut qu'elles s'inscrivent dans les cursus scientifiques, et elles sont aussi capables que les hommes. Le message de Christelle Golgio est passé. Allez-y, les filles, si vous avez envie de science. À votre santé! Christelle Golgio, on va peut-être maintenant parler de votre activité actuelle de chercheuse INSERM, CNRS à l'université de Strasbourg. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce qu'on a le droit de dire chercher d'ailleurs? Je ne sais pas, rechercher? Oui, on recherche. Donc, dans mon laboratoire de recherche, on s'intéresse principalement au réarrangement chromosomique. Donc, en fait, vous avez 23 paires de chromosomes dans chacune de vos cellules. On peut avoir des chromosomes qui deviennent plus courts ou plus longs. Et pour faire simple, on cherche à comprendre quels sont les gènes qui sont dans ces morceaux de chromosomes qui vont, lorsqu'ils sont en plus grand nombre ou en plus petit nombre, vont induire en fait des anomalies du développement du cerveau pendant la période fœtale, donc pendant la grossesse, et qui va aboutir à un développement altéré du cerveau qui va conduire à l'apparition de troubles du spectre de l'autisme, associés ou non à la déficience intellectuelle, et également associés à d'autres anomalies de développement qu'on peut appeler sous le terme de comorbidité, avec ça peut être des anomalies aussi bien d'autres organes, comme des anomalies au niveau du tube digestif et de la motricité de l'intestin, et on peut également avoir d'autres atteintes associées aux troubles de l'autisme, avec de l'hyperactivité, du déficit de l'attention. Et donc dans mon laboratoire, on peut utiliser des modèles cellulaires et animaux pour mieux comprendre en fait la fonction de ces gènes au cours du développement du cerveau humain, et d'appréhender qu'est-ce qui se passe quand ces gènes sont altérés, et essayer dans la mesure du possible de trouver des voies thérapeutiques en fait pour améliorer le confort des personnes qui présentent ces traits autistiques dans leur vie de tous les jours, améliorer notamment l'hyperactivité ou leur booster un peu leur attention pour essayer d'améliorer en fait certains signes qui peuvent les perturber au cours de leur vie quotidienne. Est-ce que chromosome, vous pouvez tenter une explication? C'est quoi un chromosome? Alors, un chromosome, c'est un filament d'ADN. Donc, vous imaginez un grand fil. On va le regrouper dans une pelote. Et donc, vous avez une pelote de laine, si vous voulez, c'est un chromosome. Et donc, quand on tire dessus, on va avoir un fil. C'est ce qu'on appelle l'ADN. Et dessus, il y a l'information génétique. Donc là, c'est comme si vous ouvriez un livre et vous lisez à haute voix le premier chapitre sur votre fil, et ça va donner des instructions à vos cellules, donc qui composent votre peau, votre cœur, etc., à fonctionner correctement en produisant des protéines, qui sont la constitution de tout votre corps. C'est le mode d'emploi. Les chromosomes portent le mode d'emploi pour fabriquer, entre guillemets, un être vivant. Et donc, on a ces pelotes de laine dans nos cellules, et comme tous les animaux du règne animal et des plantes. Et les troubles du spectre de l'autisme, donc il y a tout un tas de différents autismes en réalité. Est-ce que c'est... bon, je vais me lancer et vous proposer mes préjugés qui sont sans doute faux, mais est-ce que l'autisme, c'est tout un tas de connexions neuronales qui n'ont pas disparu, alors que chez les êtres normaux, c'est pas le bon mot, mais chez les autres, elles disparaissent? Ou bien? Alors oui, c'est une des explications. Alors si on replace un peu les traits autistiques dans leur contexte, au niveau du cerveau, vous avez effectivement une série de neurones. Donc on va avoir des neurones qui vont être plutôt qu'on appelle excitateurs, et des neurones qui vont être plutôt inhibiteurs. Donc ils vont envoyer des signaux de freinage du cerveau, et d'autres qui vont au contraire instruire le cerveau en disant accélère. Et comprenez bien qu'il faut qu'on ait une balance entre ces neurones qui poussent et ces neurones qui freinent. Et ils sont organisés dans un réseau
Et on peut avoir différents cas de figure qui vont faire que la machine va s'emballer ou au contraire être, ou du moins être altérée. C'est-à-dire quand on va avoir soit un excès de neurones plutôt excitateurs, ou avoir des neurones plutôt inhibiteurs en plus grand nombre, ou au contraire, on va avoir en fait des neurones qui vont avoir tendance à se connecter avec d'autres alors qu'ils ne devraient pas le faire. Et ça va faire un brouillage, comme si on pourrait dire un brouillage radiophonique, qui va faire que ça va faire un brouillard cérébral qui fait que le cerveau ne fonctionne plus correctement. Et donc de là va découler tout un spectre de présentation en fait des traits autistiques qui sont uniquement le reflet en fait d'un mauvais câblage et de réseau, on va dire téléphonique si vous voulez, où un neurone va essayer d'appeler quelqu'un et finalement il va tomber sur une autre personne. Et donc ça va créer des troubles sur la manière dont les personnes peuvent se comporter socialement avec d'autres personnes. Ils vont avoir du mal à décrypter les sentiments et les intentions d'autres personnes. Ils vont avoir des comportements répétitifs ou très focalisés. Et ça, c'est complètement lié à la manière dont les neurones se sont connectés entre eux au cours du développement. On peut aussi avoir, dans d'autres formes, on peut avoir des neurones en plus petit nombre. Et ça, c'est vraiment au cours du développement où on va avoir une production neuronale qui va être inférieure, ou au contraire, on va avoir trop de neurones produits au cours du développement. Et là, ça va aussi créer des problèmes, puisque trop de neurones, ils vont pas vraiment savoir comment s'organiser dans un réseau qui, normalement, est bien contrôlé avec un nombre de neurones précis. Là, on va en avoir moins ou plus, et ça va aussi perturber le réseau neuronal. Mais quand on parle d'autisme et des différents troubles de l'autisme, on pense souvent aux autistes Asperger, donc qui ont fait l'objet de films connus et qui, semble-t-il, amènent une mémoire incroyable chez certains, hein, puisque ils sont capables de retenir des chiffres, des faits, des mots, des histoires. On a l'impression que ils ont un disque dur inépuisable qui leur permet d'emmagasiner tout un tas de souvenirs. Vous confirmez ça ? Oui, alors il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. C'est très peu de personnes qui ont ces capacités hors du commun dans le cadre des troubles du spectre de l'autisme. C'est des personnes effectivement qui vont, du fait de ce qu'on disait plus tôt, du câblage particulier dans leur cerveau, ils vont avoir des capacités décuplées pour certaines facultés. On a des personnes qui ont l'oreille absolue, comme vous l'avez dit, on a des personnes qui retiennent tout, on a des personnes qui voient une image et ils arrivent à le redessiner à la ligne près. C'est des capacités hors du commun, mais il ne faut pas oublier que c'est au détriment d'autres fonctions du cerveau, on va dire, plus communes, et c'est des personnes qui peuvent à la fois être très très bons dans un domaine et par contre ne pas savoir aller d'un point A à un point B en prenant le bus, et c'est trop compliqué pour eux. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que peut-être certaines personnes ne sont pas au courant en fait. Et je tiens à rappeler qu'on ne parle plus d'autisme Asperger, puisque ça, c'est quelque chose qui avait été décrit par quelqu'un, mais maintenant, c'est vraiment inclus dans les TSA, dans les troubles du spectre de l'autisme, et on ne fait plus de distinction entre une personne avec TSA et une personne avec TSA qui présenterait des capacités exceptionnelles dans le cas de la peinture, la musique, etc. Ça fait partie des troubles du spectre de l'autisme. Mais c'est quelques pourcents de toutes les personnes qui présentent des TSA. Parce que peut-être qu'à l'inverse, enfin à l'autre bout des troubles du spectre de l'autisme, il y a certains autistes qui n'arrivent pas à communiquer avec les autres. Et donc, est-ce que ça se soigne ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrive à identifier, diagnostiquer tous les autismes aujourd'hui ? Alors, il y a eu beaucoup de travail fait par les psychiatres et les pédopsychiatres justement pour détecter très tôt, comme je l'ai dit plus tôt, c'est une maladie neurodéveloppementale, donc on est avec. La question qui était là depuis plusieurs années, c'est que c'était soit découvert trop tard, soit pas diagnostiqué du tout. Et donc, effectivement, un enfant avec TSA va devenir un adulte avec TSA, faut garder ça en tête. Et donc, très tôt, il y a eu tout un travail de fait par justement tous nos collègues de psychiatrie pour essayer d'établir des tests pour détecter le plus tôt possible chez l'enfant les premiers signes des troubles du spectre de l'autisme. Parce que plus on peut identifier tôt qu'un enfant présente des TSA, avec
et sans déficience intellectuelle, avec et sans hyperactivité ou trouble de l'attention. Ça permet d'accompagner les enfants et de les accompagner au niveau pour qu'ils acquièrent en fait les connaissances qu'ils ont besoin au cours de leur jeunes enfance et de pouvoir les accompagner pour tout ce qui est au niveau scolaire. Puisqu'un enfant qui présente des TSA a plus de l'hyperactivité, si l'enfant n'est pas accompagné, on va dire que la scolarité va être un petit peu compliquée pour cet enfant. Donc plus on diagnostique tôt, mieux c'est. Donc il y a effectivement des tests à passer pour vraiment poser le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Et on sait quelle population est touchée par ces troubles du spectre de l'autisme. Ça représente combien de personnes en France? Alors c'est un spectre de l'autisme, donc ça touche beaucoup plus de personnes qu'on le croit. C'est à peu près 1% de la population, 1 à 2% de la population. Et est-ce que ça se soigne? J'imagine qu'on n'ouvre pas le cerveau pour reconnecter des neurones. Non, alors que l'on fait dans mon laboratoire et dans d'autres, c'est d'améliorer le confort de vie de ces personnes en essayant déjà de mieux comprendre l'origine de leurs troubles pour mettre en place et développer des stratégies thérapeutiques. L'idée, c'est de pas forcément changer leur personnalité, c'est pas l'objectif. Là, c'est vraiment, par exemple, on peut tenter d'atténuer l'hyperactivité des enfants, on peut diminuer leurs troubles de l'attention pour qu'ils soient plus attentifs à l'école et qu'ils apprennent mieux. Et puis après, on a tous ces troubles de l'anxiété, plutôt chez l'adulte, parce qu'ils ont ces personnes présentent souvent des soucis d'interaction sociale. C'est des personnes qui peuvent être vraiment très très stressées par l'environnement. Rien que d'appeler quelqu'un au téléphone ou de se retrouver dans une salle avec énormément de monde, c'est quelque chose qui est vraiment très très stressant pour eux. Donc on peut améliorer ça. Après, effectivement, comme vous le dites, on ne peut pas ouvrir le cerveau et recabler correctement. Mais on a maintenant de plus en plus d'outils en fait pour améliorer le confort de vie de ces personnes. Et en plus de l'accompagnement via des psychomotriciens et des pédopsychiatres et des psychiatres. Donc c'est un tout. Et comment ça se passe à l'école pour les enfants diagnostiqués TSA? Est-ce que ils peuvent suivre pour certains une scolarité normale? Est-ce que ils doivent être accompagnés pour certains 24 heures sur 24? Quelles sont les différentes possibilités éducatives pour les enfants et les adolescents? Alors, tout dépend de la sévérité de leurs troubles et notamment s'il y a, en plus des troubles du spectre de l'autisme, une association avec l'hyperactivité et déficit de l'attention. Parce que là, ils ont vraiment besoin d'être accompagnés par une personne dans la classe qui peut leur répéter les consignes, etc. Après, la scolarité peut bien se passer. On a des personnes avec des troubles du spectre de l'autisme qui peuvent suivre une scolarité normale, dans la mesure du possible où ils peuvent être accompagnés à ESH. Par contre, si on a un enfant qui va être dans l'agressivité, qui peut être un des marqueurs de son trouble, on peut avoir des enfants qui sont très remuants et qui peuvent être violents vis-à-vis de leurs camarades de classe. Là, ça peut poser des problèmes et dans ce cas-là, ces enfants sont pris en charge dans des structures plus adaptées pour ce type de trouble. Donc c'est vraiment très très variable. C'est un spectre. Ça dépend vraiment de chaque enfant et de ses besoins. Mais question, quand on parle de troubles de l'attention et d'hyperactivité, est-ce que c'est forcément associé au TSA ? Alors, les troubles du spectre de l'autisme peuvent être associés ou non à l'hyperactivité et aux troubles déficit de l'attention. On peut avoir... Alors, c'est là tout le jeu du diagnostic, puisqu'en fait, souvent, les enfants sont d'abord diagnostiqués hyperactifs et ou ayant des troubles de l'attention. Et au fur et à mesure des consultations chez les pédopsychiatres, il va systématiquement avoir un test pour les TSA. Et souvent, ces enfants sont diagnostiqués après coup, après leur premier diagnostic d'hyperactivité ou de trouble de l'attention, et rajoutent le fait qu'ils présentent aussi des troubles du spectre de l'autisme. Tout dépend à quel point l'enfant a été testé. C'est souvent en association. Oui. Et arrivé adulte, à quoi ressemble la vie de quelqu'un touché par le TSA? Beaucoup arrivent à travailler dans une entreprise ou pas?
Oui, oui, alors on a effectivement, parce que les adultes qu'on peut avoir qui est actuellement sur le marché du travail, je pense que quand ils étaient enfants, ils ont peut-être pas du tout été diagnostiqués, ou on a dit ah ils étaient turbulents, ou ils n'arrivaient pas à se concentrer. Mais effectivement, il y avait moins de tests systématiques que pour les enfants de cette génération actuelle. Donc, mais c'est des personnes en fait qui ont un travail. Quand il n'y a pas de déficience intellectuelle, il n'y a aucun problème pour que ces personnes puissent avoir un emploi, on va dire classique. On a de plus en plus le cas de personnes adultes autour de la quarantaine ou de la cinquantaine et qui auront eu dans leur expérience de vie quand même des petits soucis dans le monde du travail du fait de l'aspect de sociabilité qui peut être altéré chez les personnes présentant des TSA avec des comportements vis-à-vis de l'autre qui peut être étrange pour ce qu'on appelle des neurotypiques, à l'opposé de personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Et donc, ça va être des personnes qui vont avoir eu l'impression toute leur vie d'avoir eu un rejet social parce qu'ils ont toujours eu l'impression de ne pas être comme les autres ou des choses qui pourraient sembler sympas pour certaines personnes. Par exemple, les discussions à la machine à café, il y a certaines personnes qui présentent des troubles du spectre de l'autisme, soit ne voient pas l'intérêt de ce type de discussion qui ne sert à rien, ou alors sont mal à l'aise en groupe et ne veulent pas interagir dans ce cadre-là. Donc ça va être des personnes qui vont avoir un emploi et qui sont assez performants d'ailleurs, mais en parallèle, ils vont avoir un problème au niveau de leurs collègues où ça va pas bien se passer dans certains cas du fait du rapport à l'autre, de décrypter ce que l'autre personne pense. Ils vont pas forcément comprendre les jeux de mots ou l'ironie ou des choses comme ça. Donc à l'âge adulte, ça va être un peu compliqué pour eux de s'adapter au monde du travail sur le côté social. Mais après, c'est des personnes qui sont très très performantes dans leur travail. Et est-ce qu'on diagnostique encore à l'âge adulte ? Oui, tout à fait. Il y a de plus en plus de personnes qui, avec les réseaux sociaux et toutes les choses qui sont très importantes pour maintenant la santé mentale, on en parle beaucoup de plus en plus dans les médias, etc. Et donc, ces personnes qui avaient ce sentiment que je viens de décrire se sont dit, bah allez, je vais me faire diagnostiquer. Et j'ai pu échanger avec plusieurs de ces personnes qui étaient soulagées de savoir en fait qu'ils sont dans le spectre de l'autisme. Et ils comprennent mieux, ils vont avoir ce type de comportement et ça explique beaucoup de choses dans leur vie quotidienne qu'ils vivent depuis qu'ils sont passés d'enfants à adultes. Donc oui, il y a de plus en plus d'adultes qui sont diagnostiqués, oui. Je le disais tout à l'heure, entre 40 et 50 ans, il y a de plus en plus de personnes qui poussent la porte des unités de psychiatrie dans les hôpitaux. Alors ça peut faire peur, mais il faut y aller. C'est très important en fait pour le bien-être de savoir effectivement si on est porteur ou pas de troubles du spectre de l'autisme. À votre santé! Christelle Golgio, vous nous avez dit que 1 à 2% de la population française, j'imagine, est atteint. Oui, au niveau mondial et français, oui. Au niveau mondial aussi, donc ça représente quand même, je sais pas moi, quelques 60 à 150 millions de personnes à l'échelle de notre planète. Mais est-ce que dans des pays plus pauvres, je sais pas, bon, sans vouloir dire de mal de l'Afrique, mais voilà, est-ce que ils sont moins bien diagnostiqués, moins bien accompagnés, voire rejetés parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont et qu'on ne sait pas les accompagner? Vous avez des éléments sur d'autres régions dans le monde au niveau de TSA? Alors effectivement, selon la richesse du pays dans lequel on est, on n'a pas les mêmes chances au départ. Hein. En Afrique notamment, mais même en Inde ou dans d'autres pays comme ça, on peut avoir effectivement des enfants qui sont pas du tout diagnostiqués. Hein, et ça, c'est très courant. Et au niveau accompagnement, ils sont pas du tout accompagnés non plus parce qu'ils ne sont pas diagnostiqués. Et dans certains cas, mais c'est vrai aussi s'ils présentent peut avoir dans certains pays d'Afrique notamment, si on a une malformation au niveau de la lèvre ou une atteinte au niveau cardiaque, on peut soit être rejeté, soit mourir de quelque chose qui aurait pu être soigné en Europe. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie problématique de prise en charge des personnes avec TSA selon si on a la chance de vivre en Europe, aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Et à l'inverse, si on est dans un pays plutôt pauvre, là c'est sûr que la prise en charge va être moindre, voire inexistante.
Mais pour autant, au niveau de l'autisme, enfin des autismes plutôt, il peut aussi y avoir une mobilisation des patients eux-mêmes. La Maison de l'autisme de Mulhouse, par exemple, est une association qui a été créée par des personnes atteintes de TSA. Est-ce que une mobilisation des personnes touchées par cette maladie, est-ce que ça fait évoluer les choses et est-ce qu'il y a, au niveau politique, des avancées possibles sur l'accompagnement Vous avez parlé d'un accompagnement AESH à l'école, mais ça, c'est des moyens humains et donc financiers. Est-ce que on a encore besoin de mobilisation pour avancer, un meilleur traitement, un meilleur accompagnement ? Moi, je pense que effectivement, la plupart des familles qui ont des enfants avec TSA vous diront qu'ils ont peu d'accompagnement. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, c'est un coût financier d'emploi des AESH. Et on a régulièrement, au moment des rentrées scolaires, on a le cri de certaines familles disant on avait la chance d'avoir un accompagnement pour mon enfant l'année dernière. Là, cette année, on nous a dit que c'était pas possible. Qu'est-ce qu'on fait ? L'enfant, on ne va pas lui dire tu vas plus à l'école cette année, alors que l'année dernière, ça se passait très bien avec une personne qui l'accompagnait. Donc, je pense qu'au niveau, pour les enfants avec TSA, il y a encore effectivement du travail et l'État doit se mobiliser pour pouvoir accompagner chaque enfant qui présente des TSA. Et puis aussi, il faut vraiment informer les personnes et accompagner les personnes adultes avec TSA. Et vous soulignez cette association, on a la même à Strasbourg, avec des adultes qui ont des TSA alors qu'ils pensaient l'être sans trop savoir et qui après ont été diagnostiqués. J'ai pu les rencontrer, et donc notamment une personne qui avait passé les 40 ans, qui m'a dit oui, je viens d'être diagnostiquée TSA, et qui anime et qui propose des ateliers et propose des journées d'information et de journées ouvertes où on peut y aller si on suspecte qu'on pourrait avoir des troubles du spectre de l'autisme, et d'informer le grand public, parce que comme je le disais plus tôt, un enfant avec TSA deviendra un adulte avec TSA, d'autres contraintes, d'autres difficultés, et donc ça c'est très encore peu averti dans la population. Comment on peut mieux accompagner les adultes avec TSA ? Ce qui fait que c'est très important, parce que sinon ça fait effectivement, comme je disais plus tôt, des personnes adultes qui sont en souffrance dans leur travail, qui vont changer plusieurs fois d'emploi parce que eux-mêmes ne savent pas exactement ce qu'ils ont, mais on leur dit qu'ils ne conviennent pas, qu'ils ne s'intègrent pas, que ça ne va pas, et ça fait de la souffrance au travail. Donc je pense que là, il faut vraiment mettre l'effort aussi sur les adultes avec TSA, et vraiment mettre l'effort là-dessus également. Christelle Golgio, dans le cadre des recherches que vous menez à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg, c'est quoi le quotidien aujourd'hui et quelles avancées peut-être sont imaginables dans les années ou les décennies à venir ? Est-ce qu'il y a des choses incroyables qui nous attendent ou qu'on peut espérer ? Je pense qu'il y a beaucoup de maladies comme ça, maladies rares, maladies neurodéveloppementales, maladies génétiques. Il y a 30 ans, on disait c'est incurable, on ne pourra rien faire, c'est trop tard, c'est installé, on ne peut rien faire. Je pense que là, et notamment les personnes qui regardent régulièrement le Téléthon voient que le Téléthon est passé de on cherche des gènes à on parle de thérapie. Je pense que c'est quelque chose qui peut complètement s'adapter aux troubles neurodéveloppementaux, du fait qu'on peut effectivement, malgré le fait que les réseaux neuronaux peuvent être altérés au cours du développement, on a maintenant la possibilité de pouvoir avoir des actions, même si, on va dire entre guillemets, le mal est déjà fait. Maintenant, on peut penser à des thérapies postnatales, donc après la naissance, et pour améliorer les choses. Après, c'est quelque chose, le cerveau c'est un organe qui est difficile à étudier, c'est moins accessible que le cœur, le foie ou d'autres organes, donc ça prend un petit peu plus de temps, et le cerveau c'est l'organe qui est quasiment le plus complexe du corps, donc ça rajoute de la complexité à nos travaux de recherche, mais là on peut vraiment penser que dans les années à venir on va avoir des possibilités d'action thérapeutique sur certains aspects des troubles neurodéveloppementaux qui vont vraiment aider les gens. Donc on espère faire une grande différence, et il y a déjà des choses qui sont assez prometteuses et qui sont en phase clinique et qui arrivent. Donc il faut rester positif. Mais il me semble que le traitement par méthylphénidate a été autorisé pour les adultes seulement en 2021, vous me confirmez ? Oui. Donc, oui. On est quand même dans une sorte d'avancée déjà.
Tout à fait, tout à fait. Après, ce qu'il faut dans tout ce type d'approche, c'est effectivement réduire au maximum les effets secondaires s'il y en a. Et donc, c'est pour ça que c'est un premier pas, mais il faut continuer nos efforts de recherche dans cette direction. Et Christelle Golgios, vous nous avez parlé d'études sur des animaux. Vous attrapez des chimpanzés, vous leur ouvrez le cerveau et vous découpez des neurones à l'intérieur. Ça consiste en quoi ? Non. Donc, on a des approches sur des poissons zèbres dans mon équipe. Donc, c'est des petits poissons que vous pouvez trouver dans les animaleries et jardineries. On pourrait penser qu'on est très, très éloigné d'un petit poisson qui fait quelques centimètres. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces petits poissons partagent 70% de nos gènes et qu'on peut effectivement modéliser l'autisme dans ces petits poissons. Et on peut en fait tester des molécules, des drogues, pour voir si ça peut réverser le comportement, améliorer le comportement social des animaux. Et ça permet de faire des grandes avancées assez rapidement. Et puis aussi, on a tout un volet avec, je pense que vous avez entendu parler des organoïdes, donc des cerveaux dans des boîtes de pétri, où à partir de cellules d'individus porteurs de TSA, on peut en fait recréer un petit cerveau embryonnaire à partir de cellules de peau, par exemple, et de mieux comprendre comment le cerveau en fait va se former dans le contexte de la personne et potentiellement à terme faire de la médecine personnalisée avec ces modèles cellulaires humains du coup. Quelles sont les drogues que vous obligez vos poissons zèbres à consommer ? Ah, alors ça, c'est pas les drogues comme on peut l'entendre, hein. On fait pas de cocaïne ou de choses comme ça, mais c'est des molécules qui vont rétablir la connectivité des neurones et rétablir une certaine organisation. Et si on compare au cœur, parce que c'est beaucoup plus visuel, quand vous avez des anomalies de rythme cardiaque, on va vous donner une drogue pour calmer votre cœur et avoir des battements réguliers. Et là, c'est un peu l'idée qu'on a avec ces types de molécules. C'est en fait de resynchroniser un peu tous les neurones qu'il y a dans le cerveau et calmer un peu les neurones excitateurs et avoir une balance excitation-inhibition dans le cerveau qui va permettre une meilleure cognition. Et donc, on va avoir des effets positifs sur la capacité de ces petites larves de poissons zèbres à interagir avec leurs congénères et l'intérêt qu'ils ont pour eux d'être dans un groupe social, puisque ces petits poissons sont très sociaux. Pour rester dans le sujet des drogues, est-ce que dans le TSA, il y a plus de cas de personnes dépendantes à des substances, à l'alcool, au cannabis, à la cocaïne ? Alors, je ne suis pas spécialiste de l'addiction, je ne veux pas m'avancer. Ça, je ne sais pas. Il faudrait regarder. Après, je sais que souvent, ces personnes-là, comme elles sont très... Si elles aiment quelque chose, elles vont en général y aller à 150%. Et c'est vrai qu'on peut avoir des effets un peu addictifs sur, par exemple, des jeux de grattage ou des choses comme ça, où il peut y avoir une addiction qui se met en place. Par contre, tout ce qui est alcool ou drogue, ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus. C'est pas du tout mon domaine de recherche. Christelle Golgios, je me traverse l'esprit une demande de stage. Enfin, est-ce que dans votre laboratoire, vous accueillez des stagiaires de 3e, peut-être pas, mais Si. voilà. Ah oui, donc on peut... Oui. Ok, c'est Oui. une éventualité parce que souvent les collégiens ont du mal à trouver une entreprise, hein, donc si on vous envoie quelques jeunes, vous ne en voudrez à personne, j'espère. Non, pas du tout. Au contraire, moi, c'est important et c'est quelque chose qui me tient à cœur dans mon laboratoire d'accueillir les jeunes étudiants qui sont dans leurs premières années de cycle universitaire. Mais effectivement, on a aussi toutes des actions. Et là, dans ce cadre-là, c'est les personnes qui sont dans mon équipe qui préparent leur doctorat, qui vont dans les lycées, dans les collèges, qui sont autour d'Ilkirch, effectivement, pour en fait promouvoir les sciences et la recherche, justement dans le cadre, et on revient sur votre première question, sur les femmes en sciences, et de montrer que des femmes peuvent faire de la recherche, mais c'est bon pour tout le monde, hein, promouvoir les sciences pour les collégiens et les lycéens, et donc c'est aussi une opportunité pour les jeunes de venir dans un centre de recherche et de voir vraiment concrètement la vie d'un laboratoire et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on y fait. Donc on accueille régulièrement des collégiens à l'Institut IGBMC. Donc, toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent faire un stage à l'IGBMC, n'hésitez pas à envoyer votre candidature. Et en général, ils auront l'opportunité de voir plein de laboratoires, plein de sujets de recherche qui vont de la génétique au cancer, à l'immunologie. Donc, tous les grands thèmes de recherche sont à l'Institut. On a cette chance. Et donc, il ne faut pas hésiter. Et effectivement, on est très présent aussi à l'extérieur pour promouvoir les sciences
à tout point de vue, à différentes étapes de l'enfant jusqu'à l'adolescent et du jeune adulte pendant ses activités universitaires pour promouvoir la recherche. Une opportunité pour vous rencontrer, Christelle Golgio, c'est le mardi 10 mars 2026 à 18h au cinéma Bel Air à Mulhouse, tram Bel Air, facile à retenir. Donc avec à 18h la projection du film Le goût des merveilles avec Virginie Efira et Benjamin Laverne. Et cette projection sera suivie d'une rencontre avec vous-même. Et donc, on pourra vous poser toutes les questions qu'on veut, qui nous traverseront l'esprit. C'est dans le cadre de À votre santé, le mois de la santé et de la recherche médicale en Alsace et dans le Grand Est, organisé par l'INSERM Est et la Nef des Sciences à Mulhouse. Et c'est tout gratuit. Et puis, c'est vraiment une merveilleuse occasion de rencontrer des scientifiques, d'échanger, de découvrir, d'apprendre avec plaisir. Est-ce que vous participez souvent à ce genre d'opérations, de rencontres avec le public ? Alors, je trouve que c'est très important en tant que chercheur de pouvoir interagir avec le grand public et de leur expliquer ce qu'on fait pour eux et pour leur santé et de démystifier un peu les chercheurs, qu'est-ce qu'ils font, ils cherchent, on ne sait pas ce qu'ils font et tout, et de leur expliquer nos recherches et à quel point ça peut, à terme, collectivement, tous les chercheurs contribuent à une meilleure santé de la population française et mondiale. Donc je pense que c'est très important que les chercheurs soient capables de sortir de leur laboratoire et de communiquer sur les recherches qui sont actuellement en cours. Oui, nous nous réjouissons de pouvoir vous rencontrer, d'échanger et de faire participer le public, d'offrir aux Mulhousiens et aux Mulhousiennes la possibilité de vous rencontrer et d'apprendre, de savoir plus sur les troubles du spectre de l'autisme et d'autres recherches que vous pouvez mener. D'ailleurs, vous avez évoqué donc 1 à 2% de la population mondiale et vous avez évoqué une maladie rare, mais l'autisme, enfin les troubles du spectre de l'autisme sont une maladie rare ? Alors non. Okay. C'est-à-dire que moi, dans mon laboratoire, on travaille aussi sur d'autres maladies rares génétiques qui sont cette fois-ci rares, avec vraiment une naissance sur 10 000, 100 000, etc. Donc les troubles du spectre de l'autisme sont maintenant une maladie commune, on va dire. Du fait de plus on diagnostique, plus on se rend compte que c'est une maladie qui est commune et qui n'est plus considérée comme une maladie rare. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier message, annonce à partager avec nos auditeurs, nos auditrices et ceux qui s'intéressent à votre santé, le mois de la recherche et de la santé. Je peux juste proposer à toutes les personnes qui sont intéressées par la science et la recherche à venir nous rencontrer, venir discuter avec nous. Il n'y a pas de questions bêtes, il faut les poser et ça permet notamment pour les troubles du spectre de l'autisme de casser les idées reçues et d'avoir les bonnes informations des chercheurs qui sont spécialisés dans le domaine. Et si vous avez des questions sur l'autisme, n'hésitez pas à venir à nous voir mardi soir au Bel Air. Merci beaucoup Christelle Golgio. Je rappelle que vous êtes chercheuse INSERM à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire au CNRS à l'Université de Strasbourg et que on peut vous rencontrer le mardi 10 mars à partir de 18h au cinéma Bel Air à Mulhouse. Projection du film Le goût des merveilles avec Virginie Efira, suivi d'une rencontre avec vous-même, Christelle Golgio, et les bénéficiaires de l'association Les Ateliers Saint-Clair. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Merci à vous. Merci Antoine. Et puis rendez-vous le 10 mars à Mulhouse. À votre santé, le mois de la santé et de la recherche médicale en mars 2026, en Alsace et dans le Grand Est. Plus de 20 événements, tous gratuits pour toutes et tous, proposés par la Nef des Sciences et l'INSERM Est. Jeux, visites, conférences, expositions, ciné-débats. Retrouvez le programme complet sur le site de la Nef des Sciences. À votre santé, du 1er au 31 mars 2026 en Alsace et dans le Grand Est. À votre santé!